Est-ce vraiment le rôle des intervenants de maintenance d'analyser leurs propres risques? Comment est-ce qu'ils ont été accompagnés? N'est-il pas difficile d'animer les deux fonctions maintenance préventeur? Entre parenthèses, juge et partie. Monsieur Jeunesse, vous vous sentez visé? Oui, là, je crois que c'est pour moi, là. Bon, effectivement, c'est des fois très difficile d'allier les deux, mais de mon expérience, c'est que j'ai démarré avec des expériences, des fois en maintenance, où je me suis aperçu que la sécurité était prépondérante et qu'il fallait vraiment la prendre en compte, hein. Et depuis ce jour-là, c'en est devenu un petit peu la marque de fabrique, c'est-à-dire que je suis passé après de la partie maintenance à la partie sécurité, parce que j'avais considéré que voilà, ça faisait partie du métier et c'était intégré. Donc ça, il y a beaucoup de responsables maintenance qui prennent des responsabilités sur les visites périodiques, déjà beaucoup de sécurité dans l'entreprise. Donc des fois, c'est des gens qui sont un peu plus au fait de ces points-là, et donc ça m'a permis d'allier les deux malgré tout. Des fois, c'est difficile. Et de progresser. Vous pouvez compléter, bien sûr, n'hésitez pas. Tout à fait d'accord. J'ajouterais que, vous l'avez dit tout à l'heure, la philosophie de penser la maintenance est la même philosophie que de penser la prévention. En fait, la maintenance, c'est de la prévention pour les machines. Et donc, le pas n'est pas si grand à faire pour aller ensuite faire de la prévention pour les êtres humains. C'est exactement la même philosophie. Donc, ça peut fonctionner. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de placer la priorité au bon endroit lorsqu'on est et responsable sécurité et responsable maintenance. Je vois un jeune homme qui lève sa main. Merci pour le jeune homme, ça me fait plaisir. Bonjour, merci aux intervenants et merci pour la qualité des interventions. Une petite question, on disait ce matin en première partie que bien souvent on était dans la lumière uniquement sur les actions correctives et de dépannage et que bien souvent on retombait dans l'obscurité. Donc est-ce qu'une des solutions ne serait pas de systématiquement, sur de la rénovation de lignes de production, sur de la réhabilitation de lignes de production, sur de la création de lignes de production, d'intégrer des chefs de projet maintenance pour aborder tous les problèmes d'accessibilité, de manutention, d'outillage spécifique, mais en phase conception, qui sont, d'un point de vue coût, plus faciles à digérer que des modifications à faire sur des lignes de production après pour tous les aspects d'accessibilité, manutention et ainsi de suite. Je suis désolé. On peut être que d'accord sur l'idée. Oui, on est totalement d'accord effectivement sur l'idée. Moi, j'ai un ancien agent de maintenance qui me disait toujours les lignes de production sont très bien conçues pour les opérateurs de production et vraiment très mal conçues pour les opérateurs de maintenance. Vous avez raison, il faut que ça change. Et puis, voilà, c'est effectivement un axe fort de développement et il faut effectivement intégrer ces différents éléments de maintenance lors de la construction des lignes de production et des différentes machines. Quand vous dites qu'il faut que ça change, on a l'espoir que c'est déjà dans un certain nombre de modes de fonctionnement de beaucoup d'entreprises, quand même. Alors, je vais dire, malheureusement, il y a deux aspects. Malheureusement, aujourd'hui, vous avez encore beaucoup de machines catalogues où on n'ose pas déroger au catalogue. On va choisir en fait la machine en fait qui nous convient en termes de production et on ne va pas imposer, si vous voulez, un regard critique sur comment je vais faire la maintenance. Par contre, là où on a un peu plus de latitude, c'est effectivement quand on va concevoir une machine en conception interne, où là, effectivement, il faut, d'un point de vue conception, intégrer justement c'est l'ensemble des réflexions qui vont permettre de savoir comment je vais intervenir par la suite, faire les différents points de graissage, comment je vais remplacer un moteur, une courroie, etc. Il faut effectivement intégrer ces réflexions et également se servir de l'expérience de l'ancienne ligne de production avec tous les défauts qu'elle a pu avoir par le passé. Vous souhaitiez compléter? Je vous vois opiner du chef, monsieur Jeunesse, vous êtes d'accord? Oui, tout à fait, entièrement d'accord. Il y a beaucoup trop de machines qui sont que conçues pour les producteurs et pas pour la maintenance, je confirme. D'autres interventions? Sinon, je crois que j'ai une question. Oui, pardon, je ne vous avais pas vu. Non, c'est pas grave. Ma question est pour monsieur Christophe Jeunesse. Quel type de formation vous avez mis en place pour les opérateurs de production? Et y a-t-il eu une incidence d'augmentation de fréquence pour les accidents de travail pour les opérateurs?
Alors, c'est de la formation interne qu'on a mis en place pour les gens de production, bâtie sur des expériences et des formations qu'on avait collectées ailleurs. Est-ce que ça a eu un impact sur l'accidentologie, si c'est ça la question? Est-ce que finalement, en voulant transférer de la maintenance, de la maintenance à la production, est-ce que ça a eu l'effet inverse? C'est un peu ça votre question. On n'a pas eu de cas d'accident en automaintenance. Il y a eu des presque accidents ou des fois, ça fait l'objet d'analyses approfondies pour aussi comprendre ces situations qu'on met à disposition de l'opérateur ou dans lesquelles on implique l'opérateur, mais qui nécessitent finalement d'avoir une réflexion également pour l'opérateur quand on le conçoit. Donc ça peut être des points en hauteur. Alors bon, bien sûr, c'est rédhibitoire. Ça peut être des EPI qu'il faut mettre à disposition. Donc il y a quand même une réflexion pour déléguer cette maintenance dans les conditions de sécurité. On a dû, par exemple, ressortir des composants de certaines enceintes de machines pour les rendre plus facilement accessibles, ou monter sur charnière, ou enfin bref, il y a beaucoup d'exemples qui font que ça ne se met pas en place jusqu'avec la formation, mais il y a une adaptation aussi, dans certains cas, des équipements de production. J'ai deux mains. Tant que le micro arrive, je poursuis avec une question qui nous vient du chat. Est-ce que vous constatez dans les entreprises des améliorations pour la santé et sécurité lors d'interventions de maintenance avec l'usage des nouvelles technologies? Et à l'inverse, est-ce que de nouveaux risques apparaissent? Monsieur Lombard, Monsieur Péchard peut-être? Alors, si je peux me permettre, en maintenance, ça fait un bon moment maintenant qu'on utilise les nouvelles technologies, notamment lorsqu'on met en place de la maintenance conditionnelle. Ça peut nous permettre de ne pas intervenir en urgence et de planifier les interventions. Et la maintenance conditionnelle, les analyses vibratoires, la thermographie infrarouge, les analyses d'huile, on fait ça depuis les années 90, voire même avant dans les grandes entreprises, et ça permet de prévoir les interventions. Donc oui, et ensuite on a vu apparaître l'endoscopie, des interventions sur des transformateurs avec des analyses de décharge partielle qui permettent de prévoir les interventions avant la panne et donc de tout organiser pour intervenir en sécurité. De nouveaux risques apparaissent-ils avec les... Oui, parce que lorsqu'on veut aller faire une mesure d'analyse vibratoire, il faut être au plus proche du palier de la machine. Et si on n'a pas mis en place des systèmes des portées de mesure où on peut mettre ou brancher l'analyseur avec un accéléromètre qui est posé sur la machine, il faudra aller visser l'accéléromètre sur la machine. Et là, on est tout près du risque. Oui. Monsieur. Bonjour. Je voulais revenir sur la partie maintenance corrective. Et vous avez présenté tout à l'heure une méthodologie pour analyser les risques, pour faire une analyse de risque avant les interventions, mais au niveau de l'ordre d'intervention. Donc c'est vraiment fait très en amont. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser ce genre de méthodo pour que le maintenancier fasse son analyse de risque juste 1 minute ou 2 avant d'intervenir sur des petites interventions, entre guillemets? Et à ce moment-là, comment est-ce qu'on peut faire pour mettre en œuvre en fait, démarrer ce type de démarche? Est-ce que vous avez vu ça en application dans vos études? Oui, alors j'ai un retour d'expérience justement concernant la mise en œuvre de l'analyse des risques avant intervention. Vous avez mis le doigt sur la limite finalement. Hein. Quand on a des toutes petites interventions qui durent quelques minutes, il est très difficile d'avoir quelque chose d'écrit avec un côté administratif qui est rébarbatif. Donc l'idée, c'est de mettre ça en œuvre sur des opérations un peu plus lourdes pour démarrer la démarche dans une entreprise, travailler sur la fiabilisation du matériel qui va permettre de diminuer les pannes et petit à petit faire rentrer cette culture finalement de prévention et d'analyse des risques avant intervention pour descendre au plus près des plus petites interventions. Il faut quand même avoir du personnel formé, compétent. Et pour l'instant, on avait travaillé avec le responsable de service parce qu'il a la vision globale finalement de la compétence des agents, de l'action à réaliser. Et il est capable aussi de mettre en œuvre la bonne personne sur la bonne thématique, avec les bonnes compétences.
Donc c'est faisable. On a une entreprise qui a mis toute cette démarche-là en œuvre et qui a fait d'énormes progrès en termes de prévention des risques professionnels. Ça veut dire qu'on arrive à faire formaliser à l'opérateur, avant son intervention, un document sur lequel il montre qu'il a bien fait son analyse de risque avant d'intervenir? On arrive à le faire. Alors c'est plutôt dans un premier temps le chef d'équipe ou le responsable qui s'en occupe. On arrive à le faire, mais ça prend du temps. De toute façon, ce n'est pas des actions qui se mettent en place en 2 semaines. Il faut plusieurs années pour que la culture de prévention rentre au sein du service. Et c'était un des thèmes qui a été évoqué, c'est que, donc là, on a parlé de la limite, mais aussi, il faut que culturellement l'entreprise soit prête à recevoir ce type de message. On ne peut pas délivrer ce type de message quand il y a des risques très très importants ou que la culture de prévention n'est pas établie dans l'entreprise. Monsieur. Bonjour, j'ai une question concernant la culture de prévention. Vous avez beaucoup parlé des salariés, on va dire en interne. On a aussi le cas des entreprises extérieures qui interviennent sur site, qui, si on se met à la place des techniciens de maintenance, doivent être avec des cultures de prévention, ce qu'ils interviendront chez A, chez B, chez C. Comment, et notamment, cette question s'adresse notamment à Monsieur Genès, comment faites-vous pour faire en sorte que ces personnes extérieures qui, des fois, peuvent varier, pour une entreprise donnée, ça peut être Paul, Pierre, Jacques, 3 jours de suite différents. Comment vous faites pour vous assurer que ces personnes-là s'intègrent bien dans vos équipes et respectent bien vos consignes? Déjà, je crois que tout le monde connaît le plan de prévention. C'est déjà la clé. C'est d'avoir des plans de prévention, si possible, au plus près de ce qui va se dérouler. Donc, une analyse du risque, comme ce que vous disiez, au plus près du terrain, mais pas seulement dans le bureau. Je crois aussi beaucoup dans le sens où, quand on a des sous-traitants qui sont stables, ou avec des équipiers qui sont stables. Je pense par exemple à des antennes régionales pour des chariots élévateurs, par exemple. Je ne donnerai pas de marque, mais ça permet quand même de rencontrer les personnes, finalement d'avoir des relations aussi au sein des équipes avec nos équipiers de maintenance et finalement de leur apporter, comme disait Mme Grussenmeyer, de la connaissance, de l'information qui est vraiment importante. Et puis eux-mêmes, ils acquièrent donc de l'expérience et de l'historique dans l'entreprise. Donc ça, c'est un des points que je vis parce que on a quelques-uns comme ça. Mais également, il y a des personnes qui sont des entreprises extérieures qui sont beaucoup plus occasionnelles et pour lesquelles, là, ça nécessite bien plus en amont de l'intervention, c'est-à-dire au moment de contractualiser une maintenance, que se poser les questions, de faire des visites de chantier en amont et de rentrer dans le détail, ouvrir des plans dans le bureau de la maintenance, de se poser et comment tu feras ça, etc., pour aller vraiment sur des choses concrètes. Et puis, même si après ça prend une forme administrative à travers du plan de prévention, on va dire le fond, il est surtout là. C'est de se projeter dans ce qui va être fait. C'est surtout ça la clé, à mon avis, vis-à-vis des personnes qui sont les plus occasionnelles et qui connaissent moins l'entreprise, c'est de faire visiter et d'échanger. C'est un peu ça, votre parcours type d'intégration d'un opérateur, finalement? Parce qu'il y a un schéma, j'imagine, pour accompagner l'intégration d'une personne, que ce soit en interne d'une organisation ou à l'externe? Alors, vous parlez d'un opérateur ou d'un opérateur? D'un opérateur. Alors, bon, nous, on est dans une entreprise aussi où on a très peu de turnover, mais on a des parcours, bien sûr, d'intégration pour lesquels il y a un parcours dans tous les services, y compris dans la maintenance. Et donc, ça préside aussi à sécuriser les interventions futures de ces opérateurs-là. Corinne Grussenmeyer, vous souhaitiez... Oui, je voulais juste apporter un complément d'information à la question de monsieur. Les 2 sessions de cet après-midi seront consacrées à la contractualisation de la maintenance et sa sous-traitance. Donc vous aurez des éléments sur le plan de prévention, sur la démarche de prévention qui est préconisée par le réseau de prévention et de retour d'expérience d'une entreprise utilisatrice et d'une entreprise intervenante qui pourront également vous donner des éléments de pratique sur ces aspects-là. Voilà.
Merci pour cette page de pub que j'aurais pu faire. C'est parfait. J'ai une question aussi sur la GMAO. Que penser des logiciels de GMAO, donc la gestion de la maintenance assistée par ordinateur? Est-ce qu'ils peuvent constituer une aide à l'analyse des risques professionnels et à leur prévention? Je pense que vous avez tous un avis sur ce sujet. Allez, qui se lance? Dans les logiciels de GMAO, il y a une fonction qui est très intéressante, c'est l'ordre d'intervention et le descriptif. En fait, on peut déjà préparer à l'avance des ordres d'intervention qui sont un peu standards. Et dans ces ordres d'intervention, bien sûr, on va mettre les pièces de rechange qu'on va avoir utilisées, on va les noter, les équipements, les outils qu'on aura utilisés, mais on peut aussi noter toute une série d'informations qui seront nécessaires à la sécurité de l'intervenant, notamment quels sont les moteurs que l'on doit consigner, quelles sont les vannes que l'on doit fermer et où est-ce que se trouve la purge. Et pour ne pas avoir à l'oublier avec des systèmes de checklist, on fait ça avant l'intervention et lorsqu'on en a besoin, on imprime l'ordre de travail et on a notre checklist d'intervention en sécurité qui est déjà prête. Ça peut amener une bonne organisation. On a une forme de capitalisation des actions, des interventions en maintenance et notamment l'aspect sécurité. Mais il faut avoir la volonté quand même de faire rentrer la composante sécurité dans la capitalisation des interventions. Vous semblez avoir un doute sur l'envie, la motivation. C'est pas une question d'envie, je reviens sur les aspects culturels d'entreprise. C'est qu'on a toujours tendance à mettre tous les éléments nécessaires au dépannage. Hein, c'est ce qui fait redémarrer les machines. Par contre, il faut avoir la volonté ou le réflexe finalement de faire rentrer tous les éléments qui concernent la sécurité des salariés lors des interventions. Un travail de tous les instants, Monsieur Jeunesse. Tout à fait. Bon, je ferai un petit parallèle donc avec notre GMAO, qui est une GMAO pas forcément hyper flexible, mais je dirais que l'ordre d'intervention, effectivement, pour reprendre vos propos, c'est important, mais c'est surtout le séquençage que impose la GMAO, finalement, qui est fondamental. Parce que comme la fiche de l'INRS était conçue autour de trois temps, principalement, avant l'intervention, pendant et le après, il aide un peu finalement à se mettre dans ces 3 temps. Et donc, je dirais que ça, c'est un des aspects fondamentaux de la GMAO, quoi qu'il en soit dans le logiciel, finalement. C'est déjà de se séquencer, de se préparer pour chacune des étapes. Une question. Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais revenir un peu sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur la délégation des opérations de maintenance pour les opérateurs de production. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes dit on a été un petit peu trop loin dans la délégation des opérations de maintenance et ce qui vous a, entre guillemets, forcé à revenir en arrière sur certaines opérations? Alors, c'est très normé, hein, finalement, les opérations de maintenance niveau 1 et niveau 2. On a été relativement prudent dès le départ de respecter finalement la norme, parce qu'il y a toujours près un lien aussi avec les compétences des opérateurs. Et donc, il faut vraiment qu'on se limite. Donc, je n'ai pas de souvenir qu'on ait eu à faire marche arrière. Si, au fil des années, finalement, on a pu, certaines opérations, dire là, c'est plus la fréquence des pannes, finalement. Des opérations qui n'étaient pas utiles et qu'on pouvait simplement retirer parce qu'on avait voulu peut-être être trop fréquent sur des tâches. Sinon, il faut toujours rester dans le cadre, je dirais, de qu'est-ce qu'une opération de maintenance niveau 1, niveau 2, pour éviter justement ce genre d'aléas. Une question, je me tourne vers le chat. Une question plutôt pour messieurs Péchard et Lombard. Vous avez abordé la question des énergies. Lors des phases de diagnostic qui nécessitent la présence des énergies pour identifier les dysfonctionnements, quel type de mesures de prévention est-ce qu'on peut envisager? On en a parlé un peu tout à l'heure. La première des préventions, c'est l'éloignement. Est-ce qu'on peut éloigner la personne qui fait le diagnostic de la zone dangereuse? Donc c'est une première chose. Ensuite, est-ce qu'on peut de la même façon déporter les indicateurs qui permettent de réaliser le diagnostic? On peut travailler avec des caméras, on peut travailler avec une zone sécurisée dans une enceinte, par exemple. Mais le maître mot, c'est quand même éloigner le salarié de la zone dangereuse, finalement. Un complément.
Monsieur Lombard. Il y a un document de l'INRS qui traite de ça. Je ne me souviens plus le numéro de l'ED, mais dans lequel on va trouver des propositions pour mettre les personnes, comme tu disais, dans des zones sécurisées et qui permettent quand même d'observer le matériel. Une fois, deux fois, il n'y a plus de questions sur le chat. On va vous remercier infiniment pour vos belles présentations et vos contributions. Merci beaucoup, messieurs.